Donc là, il est 11h05, donc on va commencer ce webinaire. Je vais passer la parole à Mme Corinne Pinat, qui est dans le service transition énergétique de la métropole. Bonjour à tous, merci Arnaud. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du plan climat air énergie métropolitain, donc de la métropole Aix-Marseille-Provence. Le plan climat, pour être très rapide, c'est bien un document réglementaire qui est issu de la loi de transition énergétique, pour la croissance verte. Dans notre métropole, le projet de plan climat a été adopté le 26 septembre dernier. Donc, en deux mots, le plan climat, c'est l'outil de la transition énergétique qui permet d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et, dans une deuxième partie, d'adapter le territoire au changement climatique. Notre plan climat se décline en 5 ambitions, 13 axes d'intervention et 100 actions. Donc, nos 5 ambitions à l'horizon 2050 sont une neutralité carbone, une réduction des consommations d'énergie de l'ordre de 50%, une couverture de nos consommations d'énergie par des énergies renouvelables, une amélioration de la qualité de vie et donc une diminution de l'exposition des populations aux polluants atmosphériques et aux nuisances sonores, et une adaptation du territoire au changement climatique. Parmi ces 100 actions, aujourd'hui, nous allons en décliner une, c'est l'action 12, qui concerne la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Donc, pourquoi parler de ce sujet? Parce que le réchauffement climatique nous incite à mettre en œuvre des solutions pour rafraîchir la ville, pour lutter contre tous ces épisodes de canicule à répétition. Donc, nous avons fait réaliser en partenariat avec l'OPA 3 cahiers pratiques à destination des élus et des techniciens, dans l'objectif d'expliquer simplement et de manière pratique ce qu'est un ICU, un îlot de chaleur urbain. Pourquoi il est important de lutter contre ce développement de chaleur en ville et comment arriver à contrer ce phénomène. Voilà. Par ailleurs, ces 2 webinaires s'inscrivent dans un programme d'ateliers de mobilisation des acteurs du plan climat que l'on a appelé le jeudi climat, parce qu'une série d'ateliers vont se dérouler les 3e jeudis de chaque mois. Et ces ateliers sont destinés à travailler sur la prise en compte du changement climatique dans nos pratiques professionnelles. Comment le changement climatique peut induire des modifications de nos pratiques, à la fois dans le domaine de l'aménagement, mais également dans tous les autres domaines d'intervention des agents publics, puisque c'est ouvert à la fois aux agents métropolitains et aux agents des autres collectivités territoriales de notre territoire, mais aussi à l'extérieur pour aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci donc, pour cette introduction générale. Donc, pour notre introduction, donc, ce webinaire, il est co-organisé par donc, la métropole et l'Agence locale de l'énergie et du climat. Donc, en quelques mots, donc, l'ALEC, c'est un outil qui a été créé et soutenu par les acteurs publics locaux, donc notamment la métropole, la région, le département et des communes. Nous appartenons à une fédération nationale qui regroupe une quarantaine d'ALEC sur tout le territoire en France. On fait partie d'un réseau national, le réseau FER. Nos 2 volets d'action sont nos 2 principaux volets d'action sont d'être un opérateur du service public de la performance énergétique de l'habitat, donc d'être une interface entre le grand public, les acteurs publics et les acteurs privés. Et le 2e volet, c'est d'être dans l'accompagnement des collectivités, donc d'être dans un support pour les collectivités dans leur politique de transition énergétique. Il y a 2 missions, une première mission qui est assez connue sûrement, c'est celle de mission de conseiller en énergie partagée. Donc ça, c'est des missions sur
C'était ces deux exemples des missions sur la maîtrise de l'énergie et d'autres missions d'ingénierie territoriale. Donc, à ce titre, nous sommes voilà, sollicités comme tiers de confiance à ces titres, parce que de la même manière, en tant que service public, c'est la même situation. On est sollicité comme tiers de confiance. On rentre le but, c'est de ne pas rentrer dans le champ concurrentiel et d'être gratuit. Nous sommes une association loi 1901, présidée par un élu métropolitain. Et donc là, on accompagne la métropole sur l'animation de ce plan climat et de l'action qui a été décrite. Donc tout de suite, le déroulement de la présentation, donc, qui va se passer en 4 temps. Donc le premier temps, ça va être comprendre le phénomène. Donc là, on a le maître de conférence Sébastien Bridier, monsieur Sébastien Bridier, qui va faire une première intervention, donc, qui est à l'université d'Aix-Marseille Université. Ensuite, on va avoir une intervention de l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix avec madame Alexandra Sontag, et donc qui sera plus ciblée sur les ECU à l'échelle métropolitaine, donc un portrait du territoire, des éléments de méthodologie, des éléments de résultats, des indicateurs et diagrammes. Et on verra une autre, en troisième temps, on verra une étude de cas sur le centre-ville de Marseille. Là, c'est le service urbanisme négocié qui va faire la présentation pour la métropole avec monsieur Sacha Prin. Et enfin, on aura un dernier temps d'échange. Comme expliqué au tout début de la présentation, vous pouvez poser des questions, des commentaires. On prend le temps à la fin d'y répondre. Et si on ne prend pas le temps, vous aurez, on va essayer d'y répondre via vos mails, via vos contacts. Merci. Donc là, je vais passer la parole à monsieur Sébastien Bridier, donc maître de conférence. Donc, bonjour. Voilà. Donc là, voilà, maintenant, il y a un petit temps de latence peut-être sur la prise du contrôle du webinaire. Mais là, voilà, vous pouvez commencer. Ok. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous parler rapidement des îlots de chaleur urbains avec des définitions et puis des choses à ne pas prendre en compte ou à prendre en compte. Donc, la première chose, c'est que on a plusieurs définitions possibles historiquement dans la bibliographie scientifique. L'îlot de chaleur urbain, c'est à la fois un gradient entre le centre et la périphérie. C'est aussi un gradient entre les températures de jour et les températures de nuit. Et c'est aussi un gradient entre les espaces minéralisés et les espaces végétalisés. Et en fait, on a tous vu les schémas classiques et simplificateurs où on voit la courbe de température avec la bosse au milieu correspondant aux immeubles. Et en réalité, progressivement, on a fini par utiliser le terme ICU pour parler de ces zones qui en fait sont des zones où on a un échauffement différentiel. Et donc en fait, on a dérivé progressivement de îlots de chaleur urbain vers zone de surchauffe, comme vous l'avez cité précédemment. Là, je change de slide. Je ne sais pas à quelle vitesse ça change la slide en fait. Voilà. Alors, moi, les remarques que je veux vous faire, en fait, c'est juste pour attirer votre attention sur le fait que les choses ne sont pas telles qu'elles sont dans la littérature, parce qu'en fait, quand on regarde, moi, sur les 14 dernières années, j'ai travaillé sur différentes îles, donc là, vous voyez la liste, je ne vais pas les citer. J'ai fait comme vous, je me suis intéressé aux îlots de chaleur urbain, j'ai pensé que le centre serait plus chaud que la périphérie, et ainsi de suite, et en réalité, il s'avère que les observations sont bien différentes de cette réalité-là. Alors certes, les secteurs centraux sont en moyenne plus chauds que les secteurs périphériques, mais il s'avère qu'ils peuvent aussi être plus frais pendant la journée que les secteurs périphériques. Et effectivement, souvent, ils sont plus chauds pendant la nuit que les secteurs périphériques. Mais je ne sais pas sur quelle touche appuyer pour faire avancer mon diapositive. Voilà, les observations ne cadrent pas toujours avec la théorie. Et donc, c'est là où je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors, le but, en fait, c'est quand on veut comprendre les phénomènes d'ICU ou d'échauffement, il faut d'abord comprendre le phénomène en lui-même. Donc, il faut connaître les facteurs qui vont l'expliquer et le mettre en place. Et il faut ensuite être capable de le cartographier. Et donc, ce qu'on va essayer de représenter, c'est la variabilité des facteurs spatio-temporels des températures. Et à travers cette variabilité des facteurs spatio-temporels, on pourra comprendre la variabilité de la température. Et le problème qu'on a, c'est que le milieu urbain est très hétérogène. Et donc, on ne peut pas simplifier les choses en disant juste qu'il y a une zone centrale très chaude et puis une zone périphérique beaucoup moins chaude. Ça va un peu plus loin que ça. Je ne sais pas si vous pouvez avancer. Moi, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit là.
Donc, j'attends, voilà. Les facteurs, il y a une hiérarchie dans les facteurs qui distribuent la température dans un milieu. Le premier facteur, c'est le relief. Ensuite, on va avoir la forme urbaine. Ensuite, on va avoir l'occupation du sol, donc le type de la présence éventuellement de certains types de bâtiments, de certains types de couvertures, notamment les surfaces minéralisées. Et enfin, on aura la présence de végétation et de surface en eau. Et donc, il est nécessaire, si on veut comprendre la distribution des températures en ville, de disposer d'une typologie des formes urbaines. Et j'insiste bien sur les échelles fines, parce qu'il faut travailler à l'échelle, non pas du quartier, mais carrément de l'îlot, voire même de la rue ou du bâtiment, pour comprendre effectivement les problèmes qu'on va rencontrer. Donc, on a depuis à peu près 2006 un concept qui a émergé, qui a été mis en place par des collègues éminents, donc Stewart et Hawke. Alors, je vous ai mis en bas ici le lien que vous pourrez cliquer pour voir l'article, un des articles d'origine de cette méthode. Donc, on a 10 indices correspondant à l'occupation du sol et à la géométrie de l'espace. Et une partie de ces indices sont empiriques et l'autre partie des indices est en fait une approximation. Et en réalité, on n'a que 3 indices vraiment calculés. On va revenir dessus. Et pour tout ça, on détermine 17 types de zones et 10 zones urbaines. Alors, je vous parle de ce système de LCZ parce qu'aujourd'hui, il est très employé. Oui, on peut continuer là. Hop, là. Donc, en fait, si vous regardez ce tableau, je ne sais pas pourquoi ça saute. Hein. Si vous regardez ce tableau, on va avoir en fait pour les 17 zones, on va avoir à chaque fois une dizaine d'indicateurs. Et en fait, quand on regarde de près, bon, moi c'est mon métier, je suis chercheur, on se rend compte qu'une partie des indicateurs sont en fait des approximations. Et en fait, on n'a que 3 indicateurs qui sont vraiment calculés. Or, en fait, c'est quelque chose qui fait vraiment référence aujourd'hui, le LCZ. Et en fait, si on revient dans les méthodes climatologiques, notamment les échelles, en fait, on est plus à une échelle topoclimatologique qu'à une échelle microclimatologique, c'est-à-dire une échelle plutôt pour des mailles de 100 mètres et plus, alors que l'échelle microclimatologique, c'est une échelle de 1 mètre et plus, voire quelques centimètres. Donc, au final, est-ce qu'on peut avancer le slide? Au final, en fait, on va avoir pour cette 10 zones urbaines un certain nombre d'indicateurs, mais ces indicateurs ne vont pas être suffisants pour traiter les problématiques d'îlots de chaleur urbain telles que vous l'entendez, c'est-à-dire que si vous devez instruire un permis de construire, eh bien, ce n'est pas à l'échelle d'un îlot que vous le faites, c'est à l'échelle d'un bâtiment, c'est à l'échelle d'une rue éventuellement. Donc, on a besoin d'avoir des informations supplémentaires. Alors, ces programmes, vous pouvez en prendre connaissance, notamment vous avez le programme WoodApp. Donc, vous avez beaucoup de publications, hein, parce que le milieu de la climatologie urbaine, c'est quelques milliers de chercheurs au niveau mondial. Vous avez une cartographie très récente qui est sortie sur toutes les LCZ sur l'ensemble de l'Europe, donc je vous ai mis aussi un lien, vous pourrez après les regarder. Et si on avait la possibilité d'afficher ça, ça serait bien. Donc là, ici, vous avez un exemple pour la ville de en fait, l'agglomération parisienne, de voir ce que donne en fait la cartographie des îlots. Donc ici, quand on zoome un petit peu, je ne sais pas comment ça marche, voilà, vous zoomez. Et puis, vous avez, merci beaucoup pour la main, vous avez en fait un îlot, et pour chaque îlot, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir une petite fiche sur le côté qui va présenter les indicateurs tels qu'ils ont été calculés précédemment, donc avec les 10 indicateurs. Alors, ça donne un très bon indice pour démarrer, mais ça ne sera pas suffisant ensuite pour travailler sur vraiment l'adéquation entre le bâtiment, la rue et les températures, puisque prenez juste l'exemple de ce secteur-là de la ville de Paris. Eh bien, si vous avez des rues orientées nord-sud ou est-ouest avec des bâtiments plus ou moins hauts, ce qui n'est pas forcément représenté ici, eh bien, le soleil pourra rentrer dans les îlots. La présence de végétation aussi va jouer sur l'ombre, sur l'absorption d'énergie transformée en évaporation, donc en abaissement des températures. On peut revenir sur le slide, sur les slides. Et on peut passer au slide suivant. Donc du coup, si vous avez l'intention de faire vos propres calculs, c'est possible. Vous avez un module de QGIS, le SIG, qui s'appelle UMEP, qui est basé aussi sur un programme de recherche dépendant du WoodApp. Et donc là, je vous ai mis des échantillons des menus. Donc là, vous voyez le menu de base avec le pré-processing, le processing et le post-processing.
Donc, on voit à chaque fois tout un tas de caractéristiques à rentrer. Mais je pense que si on veut vraiment bien travailler, donc on peut passer au slide suivant, sur ces problématiques d'îlots de chaleur urbain, il faut rentrer dans ces détails-là. Alors, dans les sources de données qui sont aussi disponibles, vous avez le GMES Urban Atlas. C'est un atlas de l'occupation du sol au niveau urbain sur l'ensemble de l'Europe et sur toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Si on va sur le site donc, qui est cité ici, que vous pourrez consulter par la suite, eh bien, vous avez la possibilité, c'est pas la peine, hein, vous avez la possibilité de voir l'ensemble de la cartographie. Vous pouvez la télécharger, l'installer sur votre SIG et travailler à partir de là. Vous aurez une précision assez similaire à celle que vous avez vue précédemment sur le site de l'IAU. Donc, vous avez quelque chose qui est assez précis, mais ça reste uniquement de l'occupation du sol. Il n'y a pas le calcul de la partie îlot de chaleur et échauffement. Slide suivant. Donc, en fait, pour moi, si on doit travailler sur les SAU à l'intérieur du PLUI, en fait, il y a deux approches. Il y a l'approche de la cartographie systématique à l'intérieur de la métropole, et il y aura l'approche de gérer un site en particulier sur un cas pratique. Donc, slide suivant. La première approche, pour moi, elle est systémique, c'est-à-dire qu'on va calculer partout. Alors, la nécessité de produire, on va nécessairement avoir besoin de produire un ensemble d'indices. Le problème, c'est qu'en fait, on est face à des environnements qui sont assez différents. Les centres-villes des différentes villes, je sais pas moi, comme Salon de Provence, Coudou, Istres, Allo, ou bien le centre-ville de Marseille, ou bien Aix-en-Provence, vont être assez différents. Donc, on ne peut pas avoir simplement une approche systématique qui reproduirait de proche en proche les mêmes traitements. Et donc, il faut aussi avoir une approche intégrée en termes de sciences, puisqu'il faut mélanger et de la géomatique, et de la climatologie urbaine, et le volet urbanistique, qui est important, puisque c'est celui, en fait, qui est finalement le client final de cette approche. Pour la seconde approche, je vous laisse changer le slide. La seconde approche, ce sera plutôt les études de cas. C'est-à-dire qu'au moment où on va vouloir instruire un permis de construire ou rédiger un PLUI, un nouveau PLUI et tenir compte de ces problématiques d'îlots de chaleur urbain, eh bien, il faudra hiérarchiser les facteurs de la variabilité spatio-temporelle des températures localement. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt d'avoir une approche avec un système de checklist en se demandant quels sont localement les facteurs qui vont influencer par ordre d'importance, et puis ensuite d'avoir un ensemble de données, d'outils et de compétences à mettre en œuvre pour réaliser le diagnostic. Puisqu'en fait, ça va être un travail qui sera à plusieurs. On ne peut pas prétendre aujourd'hui, une personne ne peut pas prétendre aujourd'hui résoudre l'ensemble de ces questions. Et la dernière slide. La nécessité de maîtriser les SIG, elle est importante. Au moins d'avoir un SIGiste mais même encore mieux soi-même être capable de maîtriser ces outils, puisqu'aujourd'hui on peut avoir à la fois des bases de données vectorielles comme le cadastre et la voirie qui peuvent être utilisées, notamment avec l'extension verticale des objets. On peut ensuite du coup travailler sur la géométrie de la surface, ce que j'appelle surface, aussi bien la voirie, les façades, les toitures, tous les espaces ouverts. Intégrer aussi les paramètres astronomiques, c'est-à-dire la course du soleil dans le ciel entre l'été, l'hiver, le printemps, puisque les phénomènes d'échauffement n'interviendront pas systématiquement en été, mais aussi à d'autres périodes. Et enfin, avoir une couche de végétation précise pour pouvoir utiliser le facteur végétation comme facteur de mitigation, donc en fait de remédiation des problèmes d'îlots de chaleur urbain. Alors, j'avais mis un lien vers le géoportail, c'est une première approche, c'est pas la peine de l'ouvrir, c'est une première approche pour se rendre compte de la variabilité des espaces. Si vous utilisez notamment les couches cadastres, vous verrez que vous avez souvent les centres-villes anciens qui sont très serrés avec des rues organiques, et puis en périphérie, vous avez des rues plus ouvertes avec des découpages plus orthogonaux, on va dire. Et donc, c'est dans ces configurations-là qu'on aura, à mon avis, des secteurs avec les risques les plus importants. Ensuite, si on va dans la périphérie des villes, là, on est sur des secteurs qui sont ouverts. Donc, la précaution, ce sera plutôt sur toutes les nouvelles opérations, d'éviter d'avoir des bâtiments trop approchés, avec des orientations qui soient, on va dire, néfastes au piégeage de l'énergie. Et puis ensuite, regarder comment implanter la végétation pour avoir justement un effet d'ombre et un effet de rafraîchissement. Voilà, j'espère que, normalement, on arrive à la fin. Oui. J'espère que vous aurez compris l'ensemble des éléments que je vous ai donnés. Donc, n'oubliez pas que l'îlot de chaleur urbain, ce n'est pas un phénomène qui se maintient en permanence, y compris même pendant les périodes de stabilité atmosphérique. Et l'autre chose aussi qui est importante, c'est que les canicules dont on parle souvent se manifestent souvent avec des vents de sud, donc des vents qui viennent des zones tropicales. Et dans ces cas-là,
tout ce qu'on envisage en termes de méthode peut éventuellement être remis en cause par le fait qu'on a un apport massif d'air chaud, ce qu'on appelle une advection d'air chaud. Et dans ces cas-là, tout ce qu'on aura fait avant ne sera qu'un travail de remédiation à la marge. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci pour cette intervention. Donc, vous pouvez voir un rappel ici. Donc, c'était Monsieur Sébastien Bridier, qui est maître de conférence sur les questions de géographie, climatologie, géoclimatique à l'Université d'Aix-Marseille. Vous pouvez lui poser des questions à son adresse mail. Et donc là, on va passer maintenant la parole à Madame Alexandra Zonta, qui est à l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix et qui va donc plus cibler cette partie sur les ICU à l'échelle métropolitaine. Bonjour à tous. Je ne sais pas si j'ai récupéré la normalement, oui. Ça a l'air d'être bon. Alors, il y a un petit temps entre la présentation et voilà. Alors, bonjour à tous. Donc, nous, on a été sollicités, comme l'a présenté Corinne ce matin, par le service du plan climat pour les accompagner sur, du coup, comment on pouvait sensibiliser au phénomène d'îlots de chaleur urbain. Et c'était d'autant plus intéressant qu'on bénéficiait en gros d'une opportunité de timing parce qu'il y avait de nombreux documents de planification à l'échelle métropolitaine qui étaient en révision ou qui allaient être révisés, notamment le SCOT, certains PLUI et puis des documents cadres comme le plan de déplacement urbain ou le plan local pour l'habitat. Qui, quelque part, peuvent aussi intégrer et interagir avec cette question des îlots de chaleur urbains. Donc, cette action, elle s'est déclinée en 3 cahiers. On a fait un premier cahier qui reprenait vraiment l'explication du phénomène et les paramètres qui peuvent interagir. Alors, pourquoi on l'a fait? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de documentation qui existait sur le sujet, mais pas forcément spécifiquement au climat méditerranéen. Voilà, on a voulu reprendre ce cahier et reprendre ces conditions d'îlots de chaleur urbain, mais spécifiques en zone méditerranéenne. Ensuite, on a fait un deuxième cahier. Voilà. Un deuxième cahier qui explique en fait quels sont les outils pour diagnostiquer les îlots de chaleur, les avantages et les inconvénients de chacun. Et puis du coup, alors ce serait un peu ambitieux de parler de diagnostic, mais au moins une première photographie de la métropole Aix-Marseille-Provence et en gros, sa vulnérabilité aux îlots de chaleur. Et puis, toujours dans une perspective, en tant qu'agence d'urbanisme, d'accompagner la planification du territoire et d'anticiper ces questions de changement climatique, on a fait du coup un 3e cahier qui récapitulait en gros quels étaient les outils au niveau du code de l'urbanisme qu'on pouvait mobiliser pour traiter de ce sujet-là, et puis des exemples de retour d'expérience d'éléments qui avaient pu être traités déjà dans d'autres PLUI pour donner à voir comment ça pouvait se décliner. Alors, pourquoi faire ça? Donc, je vais passer rapidement, mais il n'y a plus besoin de démontrer qu'on va vers un réchauffement climatique inquiétant. Les prévisions qu'on peut retrouver par le GRECSUC ou dans les diagnostics du plan climat montrent que d'ici 50 ans, on aura 4 fois plus de nuits tropicales, c'est-à-dire de nuits où la température ne se rafraîchit pas. On aura 10 fois plus de jours de canicule. On aura des périodes de sécheresse de plus en plus longues. Et donc, tout l'intérêt de la planification, c'est de prévoir aujourd'hui pour que les règles constructives de demain permettent un environnement favorable. Et puis, ce climat, en fait, il concerne l'ensemble des habitants de la métropole, soit plus 1,8 million d'habitants, ce qui est juste énorme. Donc, ça nous semblait vraiment important de pouvoir l'anticiper. Alors, on s'est un peu penché sur le fonctionnement et sur la structure de notre territoire et qu'est-ce qui pouvait la rendre vulnérable aux îlots de chaleur. Alors déjà, on a constaté qu'elle a une structure très multipolaire qui a du coup favorisé l'étalement urbain. On voit par exemple, alors entre les sources de données, ça oscille entre 200 et 400 hectares par an
de surface artificialisée, en gros depuis une dizaine, quinzaine d'années. Et on comprend bien qu'à ce rythme-là, en fait, on va de plus en plus amplifier le phénomène d'îlot de chaleur, qui fait que globalement, la chaleur va être stockée dans les espaces artificialisés. Ensuite, on s'est rendu compte qu'au niveau des constructions, on a un héritage de la Seconde Guerre mondiale avec un patrimoine bâti qui est assez ancien, où du coup, il a fallu reconstruire vite, mais pas forcément, entre guillemets, bien, ou en tout cas pas forcément avec des caractéristiques adaptées au climat local. Il y avait à l'époque pas forcément de règles sur la réglementation thermique ou sur la ventilation des bâtiments. Et donc, en fait, on a encore plus de 50% de notre patrimoine qui date de ces années de construction-là. Et donc, du coup, qui est très, très vulnérable au fait que le climat se réchauffe et que la température en ville se réchauffe. Et puis, on a aussi... hop, j'ai perdu la main. Pardon. On a aussi des espaces naturels très grands et assez accessibles à proximité. Alors, à la fois, c'est une richesse et une chance de pouvoir y accéder par rapport à d'autres territoires si facilement. Mais à la fois, du coup, ça a un petit peu minimisé le besoin de nature en ville, justement parce qu'en fait, la nature et la vraie nature, les grands espaces sont accessibles facilement. Ensuite, donc se rajoute à cette structure territoriale qui déjà a des paramètres vulnérables aux îlots de chaleur, se rajoute un fonctionnement territorial qui va venir aggraver ça. On a beaucoup d'activités qui sont très émettrices de chaleur et de polluants. On a au niveau des consommations énergétiques la part de l'industrie qui représente plus de 50% et qui ensuite est suivie des transports. Et donc du coup, en fait, tout ce relargage de chaleur et de polluants, ça va créer un phénomène un peu cocotte-minute et ça va amplifier encore plus l'effet de serre et le fait que la ville se réchauffe parce que ça va créer une espèce de couverture autour de la ville qui va faire que ça va s'amplifier. Et du coup, on a un mode de déplacement qui est prédominant sur la route, que ce soit pour les déplacements individuels ou les déplacements de marchandises, y compris transport maritime. Donc, on voit bien, on cumule en fait une structure territoriale vulnérable avec un fonctionnement territorial aggravant et une population du coup donc nombreuse et largement exposée. On a plus d'1 million d'habitants qui vivent en centre-ville dense. On a un tiers de la population qui est vulnérable. Alors, on entend par population vulnérable les femmes enceintes et jeunes enfants, nos seniors et puis les personnes en précarité parce que, pour le coup, ils n'auront pas forcément la possibilité de s'adapter, en fait. Donc, ils vont cumuler des paramètres qui vont faire qu'ils pourront pas forcément aller à la campagne, par exemple, se déplacer ou lutter, en tout cas, contre les îlots de chaleur. Donc, c'est des personnes aussi identifiées comme plus vulnérables aux îlots de chaleur. Et puis, forcément, ces phénomènes-là et cette surchauffe en ville, elle a des conséquences sur la santé. Alors, ça peut aller du simple inconfort thermique. Il y a eu des mesures récentes qui ont montré que sur une journée de juin classique hors canicule, on avait une température à 1 mètre du sol qui pouvait monter, je crois, à plus de 50 degrés. Donc, c'est très, très chaud. Et jusqu'à donc avoir des conséquences graves pour l'aggravation de maladies pour certaines personnes, voire même jusqu'à la surmortalité. La canicule de 2003, on avait estimé à peu près 300 décès supplémentaires sur AMP dus à la chaleur. Et dans les prévisions du coup du Bureau d'études tech, dans le cadre du plan climat, on évalue à peu près à 100 morts par an supplémentaires en raison de ces questions de surchauffe. Donc, ce n'est pas des questions négligeables. Et puis, indépendamment des conséquences sur la santé, on a aussi des conséquences sur la société au global qui concernent tout le monde. Avec, par exemple, quand on a pris des mesures pour diminuer les déplacements routiers et faire en sorte qu'une voiture sur 2 circule, mais il y a des gens qui se sont retrouvés parce qu'ils n'avaient pas forcément de report sur des moyens de transport collectif dans l'impossibilité d'aller travailler. Il y a des écoles qui ont fermé avec, pareil, toute une réorganisation de la société pour que les parents puissent les garder et autres, des fois des horaires décalés. Et donc, du coup, on se rend compte que cette question des îlots de chaleur, elle est pas si négligeable que ça et elle a des conséquences pour tous, en fait.
Donc, on s'est posé la question de comment évaluer la vulnérabilité des îlots de chaleur sur la métropole. Alors, on a commencé ces études en 2018. Nous, on n'a pas comment dire, on n'avait pas à l'époque de compétences en télédétection poussée. Et donc, du coup, on a essayé de regarder quels étaient les grands types d'approches qu'on pouvait utiliser. Il y avait une approche plus quantitative, donc soit par télédétection, mais donc voilà, avec des traitements algorithmiques importants à faire, on n'avait pas forcément les compétences en interne pour le faire, des mailles au niveau des données qui n'étaient pas forcément adaptées, c'est exactement ce que Sébastien a expliqué ce matin. Si on a des informations à trop grande échelle, quelque part on passe à côté de ce qui peut se passer à l'échelle de l'îlot. On avait des thermographies aériennes, mais que sur quelques communes de la métropole. Et nous, l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir caractériser la sensibilité de l'ensemble des communes métropolitaines. Et puis, il y avait aussi certaines mesures de terrain qui pouvaient être disponibles, notamment des jeux de données du GREC Sud, d'Atmos Sud. Mais ces données-là, ou de Météo France, par exemple, mais toutes les communes n'étaient pas forcément couvertes, il y avait une grande hétérogénéité des données et on n'avait pas forcément non plus des méthodologies comparables. Donc en fait, pour toutes ces raisons-là, on a décidé d'écarter ces approches plus quantitatives et de se dire qu'on les ferait peut-être dans un second temps. Et on s'est inspiré du coup des zones climatiques locales dont vous a parlé Sébastien qui vous a expliqué comment elles fonctionnaient pour faire une approche par typologie d'espace. Alors nous, on est agence d'urbanisme, donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment les questions de planification. Et donc, on s'est demandé comment on pouvait faire pour accompagner la planification du territoire. Donc, on s'est inspiré du travail qui avait été fait sur les zones climatiques locales, mais pour le décliner sur une typologie d'espace qui nous est plus familière et qui s'est basée du coup sur les typomorphologies des plans locaux intercommunaux d'urbanisme qui, pour le coup, sont des typologies qu'on a homogénéisées avec l'agence d'urbanisme de Marseille, la gamme à l'échelle de la métropole et qui, du coup, permettaient d'accéder à une certaine forme d'homogénéité dans les tissus. Alors, on a regardé du coup pour chaque typologie retenue les différents paramètres qui peuvent interagir fortement sur les îlots de chaleur. Et puis, bien sûr, on a confirmé cette étude un peu analytique par de la validation et de la confirmation avec l'analyse de secteur pour chacun des conseils de territoire. Hop, j'essaye de passer à la slide suivante. Ça ne marche pas. Voilà, alors pardon, je suis allée trop vite. Donc, les typologies qu'on a retenues, du coup, donc, qui sont basées sur les typologies de la typomorpho des documents d'urbanisme, ça a été les centralités anciennes, ce qui était classé dans l'habitat collectif, l'habitat individuel, l'urbanisation diffuse et les zones d'activité économique. Donc, ce qu'on a pu observer, donc pour chacune de ces catégories, on s'est attelé à étudier 5 paramètres différents. Alors, la perméabilité du sol, c'est-à-dire en gros la part de surface de l'occupation du sol qui était artificialisée ou non dans ces tissus, la part de présence de végétation et d'eau de surface apparente, la circulation de l'air, c'est-à-dire en gros la capacité du tissu à laisser ou pas passer l'air. Est-ce qu'on est dans un tissu plutôt dense avec des bâtiments collés les uns aux autres ou est-ce qu'on est dans un tissu urbain plutôt lâche avec des bâtiments où l'air peut passer autour. Tout ce qui était luminosité et apport de lumière pour en fait regarder ce dont parlait Sébastien, en gros les apports de soleil et du coup l'énergie solaire apportée sur les façades des bâtiments. Donc, par exemple, dans un tissu de centre ancien avec un bâti très serré, il y aura peut-être qu'une ou deux façades qui seront exposées à de la lumière, alors que sur un tissu plus large, par exemple des zones d'activité, on a potentiellement 3 des 4 façades exposées au soleil toute la journée. Et puis, du coup, par rapport à la performance énergétique des bâtiments, on s'est basé sur le travail qui a été fait à l'échelle régionale qui s'appelle 1, 2, 3 Réno, qui caractérisait en fait pour chaque forme de bâti les performances énergétiques. Et on est allé du coup analyser dans chaque typologie d'espace retenu quelles étaient les formes de bâti prédominantes et du coup quels pouvaient être leurs critères de performance énergétique. Donc tout ça, bien sûr,
C'est présenté dans des fiches détaillées dans les cahiers, donc vous pourrez bien sûr télécharger. Ce travail-là, ça nous a permis de mettre en évidence qu'au regard de l'ensemble de ces critères, on avait trois catégories, trois typologies de tissus urbains qui étaient particulièrement vulnérables aux îlots de chaleur. C'était l'habitat collectif, les centralités anciennes et les espaces d'activité économique. Alors, ce qui est intéressant quand on pose ça, c'est qu'en gros, c'est les espaces où on est la majorité du temps parce que soit on y travaille, soit on y vit, on y dort. Et donc, quelque part, ça nous a fait prendre conscience que, en fait, c'était l'ensemble de la population en permanence, que ce soit quand on est au travail ou quand on rentre chez soi le soir, qui était touché par ce phénomène-là. Donc, vous aurez, ça c'est un petit exemple du détail des fiches par typologie. Je vous invite à aller voir. Donc, de ces paramètres-là, une fois qu'on a posé du coup quels étaient les critères qui, pour chaque typologie, étaient les plus critiques au regard des îlots de chaleur, on a essayé du coup d'en dégager des leviers d'action prioritaires d'un point de vue aménagement et d'un point de vue document d'urbanisme, sachant que bien sûr, comme le disait Sébastien, ça nous dédouane pas d'aller après dans des approches plus fines, mais en tout cas, on s'est dit qu'on pouvait en tout cas dégager un certain nombre de critères pour chaque typologie, pour essayer justement de limiter ce phénomène d'îlot de chaleur. Donc, pour chaque critère sensible, en fait, on a préconisé de comment passer de l'îlot de chaleur urbain actuel à l'îlot de fraîcheur. Avec, donc, pour les zones d'activité économique, les trois paramètres qui étaient les plus critiques en termes d'îlot de chaleur, c'était la perméabilité du sol, parce qu'on avait énormément d'espaces artificialisés et bétonnés, ou du goudron sur les grands espaces de parking, voirie. Très peu de végétation, avec par exemple pour la végétation, on a regardé le nombre de strates végétales présentes par espace. Et en fait, au niveau des zones d'activité, il n'y a qu'une ou deux strates, c'est très peu. Et puis, au niveau de la performance énergétique des bâtiments, souvent, c'est des matériaux potentiellement en métal ou en parpaing, mais pas forcément isolés. Il n'y a pas une recherche de performance énergétique dans ce tissu-là. Et donc, du coup, c'est des bâtiments qui vont être très sensibles à ça. Et donc, du coup, on a essayé de préconiser un certain nombre de critères pour aller vers de l'îlot de fraîcheur, notamment travailler sur la perméabilité des sols, sur les espaces où on ne peut pas être perméable, et privilégier des ombrières et des éléments qui peuvent amener de l'ombre, du rafraîchissement, renforcer la présence du végétal et puis peut-être utiliser le fait qu'on ait de grandes surfaces imperméables, par exemple avec les bâtiments, pour avoir une gestion de l'eau pluviale qui tombe intégrée. Voilà, donc tous ces éléments-là, de toute façon, vous seront présentés plus en détail cet après-midi. Vous pourrez aussi retrouver notre travail sur notre site internet et sur le site du plan climat. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci pour cette présentation. Donc là, je vais passer la main à Monsieur Sacha Prin, qui est au service d'urbanisme négocié de la métropole d'Aix-en-Provence, qui va nous proposer une partie sur le centre-ville de Marseille. Donc, ça rame un tout petit peu. Bonjour à tous. Alors, je vais couper la caméra, comme ça évitera d'avoir un peu trop d'user de la bande passante. Donc voilà, je vais vous présenter une étude qui fait partie du programme d'investissement d'avenir sur le centre-ville historique de la ville de Marseille. C'est une étude qui a été lancée en 2017, dont le pilotage est assuré par la métropole, dans le cadre des transferts de compétences, notamment aménagement. Cette étude portait sur différents… il y avait un programme bien défini. Donc, dans un premier temps, c'était d'organiser avec une base de méthodes techniques et de gouvernance, d'élaborer un cadastre 3D et ensuite de clarifier les objectifs de communication. Les diagnostics thématiques, donc ça a été en 2019, établir une base solide de connaissances scientifiques sur le milieu méditerranéen et sensibiliser l'ensemble des acteurs et des parties prenantes sur les conséquences du changement climatique et les actions qu'on va pouvoir mettre en place pour un peu plus de résilience. Alors, j'essaye de changer la slide.
ça fonctionne. Il faut cliquer sur l'écran avant. Ouais, j'ai fait. Ah, voilà. Ah, voilà. Donc la phase 1, c'était le cadastre 3D. Donc vous voyez l'image, c'est sur le périmètre de l'aire de valorisation architecturale et du patrimoine, la VAP, qui est sur le centre de Marseille. On a eu un survol de l'ensemble de la métropole pour une orthophoto de très haute qualité et une partie donc en cadastre 3D à l'échelle de cette AVAP. Comme vous le voyez sur l'image, on a aussi les pentes, les ombres sur les toitures avec les ombres portées des cheminées par exemple, ce qui permet d'avoir, vous allez le voir après, un outil extrêmement performant. Et avec donc ces données ont été intégrées au site métropolitain. On peut avoir ce niveau de qualité sur les autres centres de la métropole en utilisant les données que nous avons déjà et en le complétant par une maquette 3D. Et donc l'idée, c'est que ces données-là et ces informations-là via le SIG puissent être utilisées par les parties prenantes qui travaillent aujourd'hui déjà sur les centres urbains. Donc, la phase 2, donc la modélisation, c'était donc 2019 et on est en train de rendre donc les derniers documents fin 2020. Donc, c'était 3 secteurs et 3 temporalités. Donc, les secteurs, vous les voyez, on a eu un zoom plus particulier sur Noailles. Les temporalités, c'était 2017, 2050 au fil de l'eau et 2030. Alors, c'est les données GREC-Sud et GIEC avec, sur la base en fait, des accords de Paris respectés. Je me rappelle qu'aujourd'hui, un certain nombre de pays, notamment la France, ne sont pas encore dans les clous des accords de Paris. Les 5 thématiques, donc l'ensoleillement, sur des journées types, la thermique, l'aérolique, la qualité de l'air et le potentiel énergétique. La modélisation donc, du cadastre 3D, je vais vous présenter rapidement un petit peu ce que c'est cet outil sur un périmètre bien défini peut amener, donc notamment au niveau de la température des surfaces des sols. Alors, il y a eu des relevés réels en 2017, en juin 2017, sur une journée hors canicule et pas juste avant ni juste après une canicule. Et donc, on a relevé des températures légèrement au niveau du sol, de l'ordre de 60 degrés. La prévision en 2050, c'est d'avoir sur une journée identique, c'est-à-dire hors canicule, des températures de l'ordre de 90 degrés. Donc aujourd'hui, on peut faire cuire des œufs et en 2050, on pourra faire bouillir de l'eau au niveau de nos pieds et au niveau, comme ça a été indiqué sur les personnes vulnérables, par exemple au niveau des enfants dans leurs poussettes. Ensuite, le vent, cet outil nous permet de définir les températures et le rôle du vent dans ces températures. Et comme ça a été dit tout à l'heure par Sébastien, quand on est en phase de canicule, c'est plutôt des vents sud, donc on a des vents chauds. Et ce cadastre 3D, la modélisation qu'on peut en faire, montre par exemple que rue d'Aubagne, le vent chaud va rentrer à une certaine température et avec l'effet canyon, au milieu de la rue d'Aubagne, le vent aura même pris encore 2 degrés de température supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a un vent chaud et ce vent va se réchauffer avec l'effet canyon et de rayonnement des surfaces, sol et façades. Ensuite, on a aussi la partie, le couple entre température et humidité relative. Alors, vous le savez, pour ceux qui ont déjà fait du sauna, la température est très élevée et quand on met un peu d'eau sur les galets, on a une impression d'augmentation très importante de la température, alors qu'en vrai, elle n'a pas augmenté. C'est simplement l'apport d'humidité qui rajoute cette impression de dose de température. On va appeler ça la température ressentie. L'autre problématique, c'est que s'il y a trop d'humidité dans l'air, notre système de gestion de notre température interne, comme vous le savez, c'est notre transpiration avec l'évapotranspiration, peut être complètement bloqué du fait de la surhumidité de l'air ambiant. Alors,
Nous, au niveau des données qui sont aujourd'hui en connaissance avec le GIEC et le GREC Sud, on va aller plutôt vers un climat de type Naples et donc plutôt sec avec moins de problématiques d'humidité. Mais c'est vrai qu'en plein été, on va avoir un temps plutôt chaud. Dès qu'on va arriver dans les phases un peu comme dans ces périodes-là, avec donc des entrées maritimes et avec des orages, on va avoir une impression et une température ressentie qui va être beaucoup plus élevée du fait de l'humidité de l'air ambiante et donc des problématiques de respiration, de rafraîchissement. Et donc je reviens sur les personnes à risque qui, eux, vont encore avoir plus de problèmes justement pour gérer leur température interne. La dernière phase, donc ça aussi, c'est une phase qui va se finaliser là, fin 2020 ou tout début 2021. Donc, c'est la mise en place d'un plan guide. Ça va être une feuille de route qui va nous permettre de nous accompagner sur les différentes thématiques abordées. Donc, l'écologie urbaine, l'urbanisme et la société, le bioclimatisme et santé. Et donc, ça va être accompagner le changement. Donc, c'est prise de connaissance des différents parties prenantes, que ce soit les citoyens, mais aussi les techniciens métiers, agir donc sur le sol, sur l'eau, la végétation, et se concentrer sur des secteurs prioritaires qui vont être plus ou moins impactés. Je suis passé très rapidement, mais on a aussi la gestion de l'eau, l'eau de ruissellement. L'étude montre que, et vous l'avez vu, alors le vieux port de Marseille a été dans 25 cm d'eau en 2018, il me semble, avec des orages qui n'étaient pas si exceptionnels que ça, on va dire assez courants. En 2050, avec ce même type d'orage, si on cumule une dépression donc qui fait réaugmenter le niveau de la mer, avec l'augmentation du niveau de la mer due au réchauffement climatique, et des pluies en amont de ces orages qui auront saturé à la fois les rivières, les cours d'eau, nos réseaux, nos bassins de rétention, on peut avoir des montées d'eau sur le vieux port de l'ordre de 1,80 m à 2,50 m. Donc, on est vraiment sur des impacts très forts. Et donc, ce plan guide, ça va être de nous ouvrir en fait à différentes solutions que peut nous apporter la nature, donc les solutions fondées sur la nature, pas en tant que l'alpha et l'oméga de tous les problèmes, mais en fait, c'est aujourd'hui, on a tendance à répondre uniquement sur des solutions, ce qu'on appelle des solutions grises, c'est-à-dire de l'ingénierie. Gestion des eaux, c'est des bassins de rétention et des tuyaux. Les solutions fondées sur la nature, ça va être des sols plus imperméables pour pouvoir absorber une certaine quantité d'eau. Ça va être un aménagement quand on est surtout sur notre territoire à flanc de colline ou en bas de vallon, d'avoir des aménagements dans l'espace naturel, notamment des restanques qui ont cette capacité à permettre à l'eau de moins ruisseler et de plus être absorbée. Ça va être des toitures végétalisées, ça va être des cœurs d'îlots qui vont être végétalisés, qui vont aussi permettre de récupérer l'eau, et ça peut être à l'échelle de l'espace public, des espaces de récupération d'eau qui pourraient être réutilisés pour l'arrosage, pour l'humidification des sols. Je prends l'exemple des pavés poreux qui ont été installés au niveau de Nice dans les réaménagements pour faire un peu d'évapotranspiration. Donc voilà, donc pourquoi et comment l'eau, elle peut être ludique et elle est rafraîchissante et elle peut irriguer. Donc on a des miroirs d'eau à Nice dans la coulée verte, il y a un miroir d'eau à Bordeaux. Comme je vous le disais, ça peut être des sols qui vont évapotranspirer avec les pavés qui ont été mis à Nice, qui vont absorber l'eau et qui vont pouvoir la remettre dans l'air par évapotranspiration. Pourquoi l'air? Donc, on voit sur la droite un alignement un peu classique, entre guillemets, de nos centres historiques et de voir comment ça pourrait être transformé. L'outil Cadastre 3D nous permet de simuler de manière réelle en enlevant dans un cœur d'îlot un bâtiment ou en le surélevant ou en laissant le pied d'immeuble transparent à la circulation de l'air, avec une végétalisation du cœur d'îlot, de voir réellement l'impact de cette action sur le rafraîchissement de l'air.
Le vent, comme je vous le disais, dans la ville d'Aubagne, rentre chaud et sort encore plus chaud, avec des aménagements, plus de la végétalisation, de l'espace public, des façades et ainsi de suite. Ce vent pourrait avoir retrouvé en fait son rôle de rafraîchissement. C'est assez complexe. On a les problématiques métiers, on a les problématiques de sécurité, notamment des pompiers, mais toutes ces problématiques, il faut qu'on puisse travailler ensemble. Et c'est là où j'aime bien la petite image de gauche. C'est une ruche, un apiculteur qui a oublié de mettre dans sa ruche les casiers, et les abeilles n'ont pas eu comme réflexion de se dire tiens, il y a de l'espace, on n'est plus embêté par les casiers, on va pouvoir remplir à bloc l'intégralité de la ruche. Non, elles ont disposé naturellement, j'ai tendance à dire, les alvéoles et le miel pour permettre une circulation de l'air, parce que sans air, ils auraient peut-être à court terme rempli à ras-bord, mais sur du moyen et du long terme, tout ce qu'ils auraient fait, ça aurait été inefficace, car sans air, en fait, la production aurait péri. Donc, pourquoi le végétal? C'est une gestion de chaleur urbaine. Alors, juste un petit détail pour bien faire remarquer que ce n'est pas si simple que ça. On parle d'aménagement végétal avec des espèces qui sont méditerranéennes, mais les espèces méditerranéennes, eh ben, elles ont cette qualité de pouvoir survivre par forte chaleur et par longue canicule. On le voit, hein, on a eu presque 3 mois sans eau et l'intégralité de la végétation n'est pas morte. Elles se mettent en veille, en fait. Et donc, pendant ce temps-là, quand elles se mettent en veille, elles transpirent très peu. Donc, si elles transpirent très peu, elles font très peu d'évapotranspiration, donc elles rafraîchissent très peu l'air. Donc, ça veut dire qu'on aura une gestion de certains espaces végétalisés qui devront avoir une quantité d'eau suffisamment intéressante pour elles pour pouvoir continuer à évapotranspirer, donc à rafraîchir. Mais le végétal, ça peut aussi participer, ça ne va pas régler tous les problèmes, mais ça participe à la gestion des risques de santé, notamment de la pollution. Et donc, on le voit, le végétal n'apporte pas une solution ou une contrainte, mais apporte un ensemble de solutions si la réflexion est faite de manière globale et transversale. Et pourquoi le sol? Régulation climatique, fertilité pour les végétaux, régulation des inondations, j'en ai déjà un petit peu parlé. On est sur un sol qui est problématique, enfin qui est pas le champion du monde de l'absorption d'eau. Hein. On est sur des sols calcaires assez secs avec très peu de terre, mais l'ensemble de tous ces sols, si on le gère intelligemment, y compris des sols sur des toitures végétalisées, qui sont aujourd'hui déjà pris en compte hein, sur un certain pourcentage sur la quantité d'eau qui va être captée, qui va être gérée de manière transitoire et qui va permettre de ne pas avoir l'intégralité de l'eau de la surface imperméabilisée qui va se retrouver dans le réseau public, qui lui est déjà saturé par la superficie à récupérer. Donc vous voyez, chaque solution n'est pas j'en mets, donc c'est super facile. Il y a un vrai et très gros travail de prise en compte transversale des atouts et des enjeux de l'aménagement que nous devons faire à la fois dans le privé et sur les espaces publics. La slide suivante. Alors, voilà. Donc, pourquoi, comment le bâti hein, le schéma vous le montre. On parle d'avoir des bâtiments traversants hein, pour que la ventilation naturelle puisse s'opérer. Mais je reviens sur ce que je disais avant. Si on est dans un canyon, une rue canyon, et si on a un vent chaud, bah, on va faire circuler de l'air qui est extrêmement chaud. Et je reviens sur le 60 degrés en 2017, 90 degrés en 2050. Juste 2050, ça paraît très loin, hein, je ne l'ai pas encore dit. On est en 2020, les aménagements qu'on fait aujourd'hui, hein, s'ils sont faits de manière durable, ils seront encore là en 2050. Donc les aménagements d'aujourd'hui vont avoir un impact jusqu'en 2050. Et juste aussi petit rappel, hein, quand je dis 60 degrés aujourd'hui, 90 degrés en 2050, ce ne sera pas jusqu'en 2049, 60 degrés, et puis au 1er janvier, on va passer à 90 degrés, hein, vous l'aurez bien compris. On a une augmentation régulière, et aujourd'hui, 60 degrés, c'est déjà chaud. On comprend maintenant pourquoi, quand on marche en centre-ville historique, on a les genoux qui chauffent, et les chaussures aussi qui chauffent. Donc voilà. Et pourquoi et comment les toits?
je l'ai aussi un petit peu dit, hein, on peut avoir une gestion à la fois par de la végétalisation, d'évapotranspiration, de gestion donc, de la température, de gestion et de stockage d'une partie de l'eau qui va tomber sur la surface de la façade végétalisée. On a des façades végétalisées qui sont des façades en pente, ce n'est pas forcément des façades plates. On peut avoir aussi des façades végétalisées avec qui vont être aussi à chaque fois des petits réceptacles et un peu comme ce que je disais tout à l'heure dans l'espace naturel avec des restants. Et toute cette gestion de l'eau qui va se faire par le bâti, c'est autant d'apports directs en quelques minutes dans les réseaux publics qui sont, on le sait, comme je disais tout à l'heure, déjà très fortement mis en tension par le ruissellement des eaux des espaces urbains qui sont principalement aujourd'hui et de manière très majoritairement imperméabilisés, mais qui resteront assez imperméables par le fonctionnement et les usages qu'on en fait aujourd'hui. Alors, je reclique sur l'écran. Pour la slide, voilà. Ah, il faut revenir à la slide avant. Voilà. Pas celle-là, celle donc sur la suite sur envie de ville. Voilà. Donc à la direction de l'aménagement durable, à la direction générale urbanisme et stratégie territoriale, nous suivons aussi le projet et la démarche envie de ville. Hein. C'est un projet multipartenarial à 11 partenaires. Hein. Ça va de la CCI, Action Logement, jusqu'au département et à la région, sur la revitalisation des centres urbains de la métropole. Et en fait, l'idée, c'est que l'étude que je viens de vous présenter, l'outil qui en ressort, on puisse l'intégrer dans la stratégie partenariale que nous allons construire là à la fin de l'année 2020 et début 2021 avec les 11 partenaires, pour qu'on puisse, à l'image de la région dans le cadre du SRADET, qui donne de grands enjeux de renaturation et notamment des villes, mais aussi du département dans le cadre de l'aide aux communes qui, depuis donc, le nouveau budget qui a été voté par le département, donne une grande place à la naturation dans les aménagements des communes donc, du territoire. Et donc, voilà, ça va être de l'intégrer et que tous ces outils deviennent vraiment des outils qui pourraient nous servir pour l'ensemble des centres. Alors, en conclusion, très rapidement, parce que j'en suis à mes 15 minutes, en gros, la problématique, c'est que, vous l'avez vu, on est dans un système qui doit être éminemment transversal. Chaque métier a ses contraintes, mais les solutions fondées sur la nature doivent nous apporter des solutions qui vont mettre leur pierre à l'édifice, si j'ose dire. Aujourd'hui, on est encore trop régi dans la directive ministérielle de 1977 qui définit un nombre de mètres carrés d'espace vert accessible à la population. C'est 10 mètres carrés en centre-ville. Aujourd'hui, sur le cœur historique de Marseille, on est entre 1 et 2 mètres carrés. Mais la nature en ville, ça ne peut plus être qu'un square et un petit parc et un terrain de boules avec des arbres plantés dessus. Comme le disait Luc Vinet, responsable du service espace vert à la métropole, si on ne parle que de l'arbre, ce n'est pas la quantité d'arbres qui va être importante, c'est le bon arbre au bon endroit. Et donc, la deuxième, c'est ce que j'ai déjà un peu dit, c'est que les solutions fondées sur la nature doivent être connues et reconnues pour leurs apports et leurs atouts, et comme des solutions intégrées. Un arbre, ce n'est pas que des feuilles qui va boucher des avaloirs. Les 3 strates, hein, l'arbre, les strates intermédiaires et la trame brune au niveau du sol, ont des rôles, ont un enjeu, ont un impact sur l'ensemble de l'aménagement de l'espace urbain et de l'espace privé, de l'espace complet urbain, c'est-à-dire privé et public. Et l'ensemble de ces enjeux doivent être définis, réfléchis et construits ensemble. C'est une des grosses problématiques. Mais je pense qu'on peut faire comme les abeilles, avoir une réflexion à moyen et long terme et ne pas remplir la ruche de ce qu'on sait déjà faire, mais avoir un peu de bon sens et avoir une vision un peu plus éloignée, c'est-à-dire que l'aménagement ou la construction que nous faisons, notre responsabilité ne s'arrête pas au moment où on coupe le cordon. Merci de votre attention. Merci.
Merci. Là, on a très légèrement donc décalé un peu sur le programme, mais je vais proposer à Coralie Imbert de la Métropole et Yannick Robert de éventuellement relever quelques questions qui ont pu être formulées pendant le temps du webinaire. Et sinon, pour la suite, on va vous retrouver à 14 h pour le second webinaire qui insistera plus sur les leviers d'action sur les PLUI. Les leviers d'action sur les îlots de chaleur urbains. D'accord. Bonjour à tous. Donc, en fait, on a deux principales questions et une proposition d'intervention. On va peut-être commencer par les questions. Une question qui s'adresse plus particulièrement peut-être à Sacha Prin. En fait, il est demandé comment l'eau est conservée et comment, en fait, les promoteurs qui construisent aujourd'hui sont sensibilisés à cette problématique, s'ils le sont déjà. Donc, Sacha, je pense que cette question t'est adressée. Est-ce que tu peux me la répéter parce que comment l'eau est et après ça a coupé. Pardon. Comment l'eau est conservée? Est-ce que l'eau, en fait, dans les politiques, dans les programmes d'aménagement, est-ce qu'il y a une réflexion sur la conservation de l'eau, son stockage, j'imagine aussi, et si les promoteurs sont sensibles à ce sujet, et si oui, comment ça se traduit? Alors aujourd'hui, si on est sur la partie construction, on a un ensemble de PLU et des nouveaux PLUI qui intègrent en fait la réalisation de bassins de rétention par rapport à une surface imperméabilisée. Si vous êtes sur le territoire notamment du CT2, vous allez devoir respecter les règles qui sont édictées en fait parce que vous êtes dans le bassin versant de l'Arc. Et donc ces règles-là vous imposent une gestion à la parcelle privée. Et pour l'espace public, on est sur des réglementations avec tant de surface de rue, il faut tant d'avaloirs et il faut des tuyaux de telle taille avec des bassins de rétention de telle taille. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir mutualiser l'ensemble de toutes ces solutions et que chacun ne soit pas dans la gestion de, entre guillemets, sa problématique. On le voit bien, si on prend à l'échelle du bassin versant, la problématique, elle vient du haut de la colline jusqu'à la mer ou jusqu'à la rivière ou au fleuve. Et donc, il faut avoir une gestion à chacun à son échelle pour prendre en compte en fait sa part et notamment, et sur le CT2 c'est fait au niveau de la gestion des eaux, d'avoir des bassins de rétention qui peuvent être mutualisés, ce qui ne se fait pas par exemple sur le CT1. Voilà, c'est un vrai travail avec l'ensemble des acteurs et des différents métiers de voir un petit peu comment on peut gérer l'eau. Par contre, une toiture végétalisée, suivant la hauteur du substrat, suivant la surface de la toiture, il y a des prises en compte de la gestion de l'eau, parce qu'une toiture végétalisée va stocker comme un bassin de rétention l'eau. Juste rapidement, nous, sur des opérations d'aménagement, notamment économiques ou autres, et puis sur des anciennes opérations d'aménagement, on a des noues paysagères. Et le problématique de gestion, c'est qu'une noue paysagère, elle est là pour récupérer l'eau, mais un service de gestion de l'eau va dire c'est une noue qui est paysagère, donc ce n'est pas à nous de la gérer, nous on gère que les tuyaux en béton. Donc c'est aux espaces verts à gérer. Et les espaces verts, eux, se disent mais c'est un outil hydraulique qui gère à gérer de l'eau, de récupération d'eau de pluie. Donc, c'est un ouvrage technique de gestion de l'eau. Voilà. Donc, au-delà de la mise en place de nouveaux systèmes, enfin, ils ne sont pas nouveaux, les noues paysagères, quand vous allez sur la zone économique des PALU à Aubagne, ça fait déjà 30 ans, 40 ans qu'il y a des noues paysagères. Mais voilà, il faut prendre en compte cette gestion par la suite. Donc, OK. Merci beaucoup, Sacha. On a d'autres questions là qui sont arrivées. On va les prendre, on va les noter et on les renverra vers l'ensemble, vers les intervenants concernés, puisque là, on est un peu court sur le timing, parce que j'aimerais passer la parole, si c'est possible, à Monsieur Martinez, pour qu'il évoque en 2 mots le marché qui est en cours sur l'intégration de la problématique ICU dans le PLUI
du Conseil de territoire de Marseille. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Alors, François Martinez, voilà, je suis chargé d'études au service projet urbain à la direction stratégie et cohérence territoriale. Donc, on a travaillé principalement sur le plan local d'urbanisme voilà, du CT1, ce que vous disiez. J'aimerais voilà, juste intervenir. On est en train de lancer un marché aujourd'hui pour intégrer les questions d'îlots de chaleur urbains dans le PLUI. Ça rejoint complètement ce qui a été présenté aujourd'hui, notamment l'intervention de Monsieur Bridier au début, qui parlait de plusieurs échelles. C'est vraiment le travail qu'on va essayer de mener en faisant voilà, un diagnostic un petit peu large à l'ensemble du territoire Marseille-Provence. Ça rejoint aussi les travaux que Monsieur Prin mène dans le cadre du plan d'investissement d'avenir, puisqu'on va continuer à développer l'outil SIG 3D. Et ensuite, du coup, on veut rentrer à une échelle beaucoup plus locale en travaillant sur des secteurs bien précis et un système de typologie de secteurs qui nous permettra de trouver des solutions réglementaires, donc on pourra intégrer au PLUI selon le secteur concerné. Aujourd'hui, on sait que le centre-ville n'est pas forcément la zone la plus chaude. C'est pourquoi on veut mettre en place ce système de secteurs selon les enjeux, selon les différentes causes des ICU. Voilà. On a 3 grandes phases donc, pour ce marché. Le marché est en cours. Je suis en train de rédiger le rapport d'analyse des offres. Il y a donc trois grandes phases. Une première phase de diagnostic, une deuxième phase de benchmark qui là s'appuiera forcément sur les travaux qu'a mené l'agence d'urbanisme du pays d'Aix. Et la dernière phase donc, qui va consister en la proposition de solutions réglementaires qui seront, elles, testées sur les différents secteurs qu'on aura identifiés. Donc, on veut modéliser les solutions qu'on aura trouvées pour appréhender l'effet qu'elles pourront avoir sur le territoire. Donc, il y a vraiment ce jeu d'échelle dont parlait M. Bridier tout à l'heure, la très grande échelle, donc l'ensemble du territoire, et après le secteur très particulier en descendant quasiment jusqu'au bâtiment pour intervenir à l'échelle du permis de construire. Voilà, c'est un petit peu l'idée de notre marché. J'ai vu juste une question tout à l'heure sur voilà, les sujets, la question de Madame ou Monsieur Bruchet, pardon, les sujets évoqués pendant ce webinaire, est-ce qu'ils seront intégrés dans le cahier des charges? C'est complètement le cas et on veut vraiment approcher le sujet de manière pluridisciplinaire puisqu'on va intégrer une partie climatologie évidemment, une partie plus liée au paysagisme, à tout ce qui est stratégie de végétalisation, une partie liée à la gestion de l'eau dont parlait M. Prin. Voilà, il y a beaucoup de sujets différents qui vont être évoqués dans le cadre de cette étude. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Oui, juste pour ce qui est présent dans le PLUI aujourd'hui, on a commencé déjà à parler du sujet via l'orientation d'aménagement et de programmation, qualité d'architecture et des formes urbaines, mais qui sont uniquement présentes sous forme de propositions, de prescriptions, pardon. Donc, ça n'a pas pour le moment de grande portée juridique. On n'est que sur de la recommandation, donc on est sur un principe de compatibilité et pas sur un principe de conformité dans le document. Ça a une vraie vertu pédagogique auprès des promoteurs, auprès de l'ensemble des acteurs qui vont avoir le document en main, mais ça n'a pas une forte, une forte contrainte juridique. Je crois que j'ai fait le tour. Je pense que le sujet va être développé cet après-midi encore via les leviers d'action contre… Oui, voilà. Coralie, si tu as relevé d'autres questions, on peut se permettre de prendre encore quelques minutes, mais sinon, effectivement, c'est la transition peut-être vers le webinaire de cet après-midi qui débutera à 14 h. Vous avez le lien, c'est le même lien que vous avez eu vous connecter ce matin.
Et donc, on vous donne rendez-vous à 14h si Coralie, tu veux bien le confirmer. Oui, alors, donc effectivement, oui, cet après-midi, on a un webinaire complet en fait relatif à la question à la fois de la planification et de l'aménagement opérationnel. Il sera question de réglementation, il sera aussi question effectivement d'exemplarité. Il sera aussi question aussi de partenariat. Donc, je vous invite évidemment à suivre ce webinaire cet après-midi, en tout début d'après-midi à 14h.